Antinois, Antinoises. Comme vous le savez sans doute, le projet Été solidaire a été modifié cette année, suite aux mesures sanitaires imposées par la crise Covid-19. Nous allons découvrir un petit film réalisé par 6 jeunes de notre commune, partis à la rencontre de personnes ancrées dans le paysage depuis de nombreuses années. Un reportage qui vous propose le regard des jeunes d'aujourd'hui sur votre village, hier et maintenant. Passez un agréable moment. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Oui. Et donc Hakim va être là, tu regardes Hakim. Je vais faire un deuxième point de vue. C'est moi le journaliste, voici. Ça va changer. Bon, alors après une semaine d'expérience, tu as rencontré plein de personnes. Est-ce que tu imaginais leur vie comme... Enfin, tu avais déjà des contacts avec des personnes âgées. Oui. Mais est-ce que tu as appris quelque chose cette semaine sur la vie à Antine avant? Ben oui, je connaissais déjà pas mal de choses sur le village, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses avant en fait par rapport à aujourd'hui. Autant de, par exemple, le cinéma ou quoi, j'étais pas au courant, ou des choses comme ça. À cette époque-là, en tout cas dans les années 50, il y avait certainement, je ne sais plus, mais au moins une quinzaine de magasins à Antine, d'épiceries. Il y avait le bien-être, je crois, un petit restaurant marocain, vous voyez. Des magasins, il y avait chez Champon, il y avait le bien-être. Il y avait chez Tiou. Chez Tiou, je ne sais pas si vous avez connu ça. Chez Tiou, on vend de tout. C'est un petit bazar. Le petit bazar. Elle a commencé en 1945 et elle est décédée en 70-90. Alors le magasin a été fermé. Il fallait aider les parents dans le Et ménage. puis il fallait aider les parents. Hein, Oui, surtout au magasin qui était toujours... au magasin, maman était toujours derrière son comptoir. Vous vous rendez compte, pendant 45 ans, Ah, c'était une commerçante. presque 85 ans. Et maman, il n'y a jamais de fermeture. Jamais. À 9h30, on allait chercher. Je me rappelle d'être allé chercher des tranches de jambon à 9h30. Et on ne glissait pas dessous la porte. Il payerait demain, hein, Mariette. Je payerai demain. Hein. C'était porte ouverte tout le temps. Ah oui, maman. Et j'étais une commerçante comme ça. C'était convivial. Oh là, c'était convivial. Ce qu'il y avait en Antenne, Ah oui. c'était beaucoup de petits magasins. Je dirais bien que chaque rue avait son magasin. Si pas, par exemple, la rue du Centre avait 2-3 magasins. Il y avait 3-4 boulangeries. Mais on pouvait, par exemple, on décide de faire des tartes et tout ça, on portait les fruits. Et vous y alliez souvent? Quand il y avait une fête, disons Noël, Pâques, la fête, il y avait 2 fêtes locales, donc ici à Antine. André là le sait très bien. Il y avait donc la fête du mois de juin et la fête du mois de septembre. Hein? À ce moment-là, on s'en réjouissait d'être à la fête. C'était quelque chose, c'était un événement la fête locale. On en parlait, et bon, il y avait la fête à Villars, il y avait la fête à Antine, il y avait la fête à Roudy, à Villars-autour, à Limon et à Tavier. Hein, dans tous les petits villages, il y avait la fête. Hein. On se réjouissait de voir arriver les carousels. Et les familles, les scotaires de mes grands-parents. Et les scotaires de ses grands-parents. Il y avait les scotaires aussi. Voici gagnant, mesdames. Le mardi, on disait qu'on faisait cramignon, c'est-à-dire que c'était se masquer et boire un verre. Dans des maisons, on savait bien telle et telle maison, les magasins. Et c'était à cette époque-là, c'était toujours du bec et donc on buvait. Quand c'était la fête au village, c'est tout. Parfois c'était même tous les Mais villages. alors on faisait tous les villages, hein, et on y allait à pied. À Berleur, à Ross, non pas à Ross, hein, il n'y avait pas de salle. À Tavier. Mon papa, c'était un ancien forain. Et les grands-parents donc, faisaient des tournées dans tous les villages avec l'autoscotaire.
Et ma grand-mère a arrêté en 56. Parce qu'elle était veuve et elle n'avait plus l'âge de faire des fêtes, enfin des fêtes forêt. Dans la convivialité. Donc il n'avait pas de les gens se voyaient beaucoup plus souvent et ils n'avaient pas de raison nécessaire pour se voir. Ils se voyaient quand ils se rencontraient. Il n'y avait pas de fête où on était spécialement invité. Tout le monde y allait et tout le monde se voyait. Tandis que maintenant, on est plus à contacter les personnes avant d'y aller. Tandis que là, ils découvraient sur le moment. Et vous faisiez quoi à ce temps-là pour vous occuper ici? On sortait, on allait au bal, on après les filles. Comme tout le monde. Et il y avait plus de fêtes avant maintenant. C'est ça, la société était à mon sens très différente, dans le sens que toutes les générations sortaient ensemble. Quand vous alliez, le vendredi c'était simple, on recevait ce qu'on appelle les annonces de Lourdes, oui. Et là vous aviez toutes les fêtes, tous les bals, qui se faisaient le samedi en général. Et là, on se retrouvait à la coupole et on disait où va-t-on aujourd'hui? Et puis on allait à droite, à gauche, mais toujours dans la région en général. Alors, comment était votre vie d'ado quand vous aviez 20 ans dans le village? Bonne question, hein? Oui, beaucoup mieux maintenant. On attendait la fête pour avoir un peu de la distraction. Quand vous dites fête, vous parlez de bal? Fête du village. Oui, la fête du village, il y avait un peu des jeux, un carrousel. Et puis alors il y avait le petit bal le soir. Voilà, à 20 ans. Hein. Enfin, en ce qui me concerne. C'est ça. Hein. Oui. C'était, oui. Quand on partait quelque part, c'était en vélo. Donc, et on faisait des petites soirées comme ça d'une famille à l'autre. Et c'était tout ce qu'on avait comme loisir. Et quel genre de musique vous écoutiez à ce genre de bal, par exemple? Les valses. Moi, j'aimais bien les valses de Strauss et les valses, une musique totalement différente de ce qu'on entend maintenant. Et à ce moment-là, on faisait un cortège de chars avec des chevaux, tout ça. Évidemment, c'était la guindaille. C'était Antine, hein, les gens d'Antine. Et après, il y avait le bal ici, évidemment, le bal, hein, oui, bien entendu. Hein. Ça pour changer maintenant. Oh, ben, allez, c'est une fille maintenant, les bals, ça n'existe plus. Oui. Même les choses, les surprises parties, c'est fini aussi, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des bals? Je me suis en train de me demander. Est-ce qu'il y a encore des soirées dansantes? Je suis bien à notre période, je crois que les filles sont plus libérées. Enfin, on a plus de liberté, je pense, aujourd'hui que par exemple à cette époque. Par exemple, ils n'étaient pas en primaire avec les filles, c'était des écoles mixtes à l'époque. Non, justement. Oui, désolé, qui n'était pas mixte du coup. Et ouais, je pense que pour ça, de ce côté-là, je ne les envie pas. Les secondaires, comment ça se passait? Uniquement des filles. C'était des collèges de filles, des collèges de garçons. Vous aviez quoi comme cours, par exemple? S'il vous plaît. Vous aviez quoi comme cours? Maths, tous les cours. Toute la base. Toutes les bases qu'on... Oh oui, un peu de physique, un peu de chimie, un peu de on avait tout finalement. T'avais du ménager aussi, toi? Sauf le cours d'anglais qui était payant à mon époque. Oh. On avait du néerlandais, mais le cours d'anglais était payant. Ah ben, moi j'ai été à l'école primaire, ici à Limon. Ouais. Une école mixte du coup? Oui, c'était mixte. C'était déjà mixte à l'époque. Et vous, madame? Bon, moi je suis allée à l'école primaire, mais c'était pas mixte. Ce n'était que les filles. Et puis alors je suis à l'école ménagère jusqu'à mes 15 ans. Oui. Et puis à mes 15 ans, on m'a mis au travail. On m'a mis à la ferme et je n'ai jamais plus fait que ça.
moi j'ai fait mes études donc, primaires à l'école Saint-Maximin, donc l'école catholique. Voilà. C'était à l'école, je veux dire, les professeurs, c'était comment? Vous aviez plus de punitions qu'aujourd'hui? Quand je suis arrivé en 51, j'ai eu un instituteur qui était assez brutal. D'ailleurs, on a dû le déplacer. Ah. Donc, c'est de dire que c'était brutal. Et j'étais souvent premier de classe, donc ce n'est pas moi qui ai souffert le plus. Mais j'en ai vu qui ont souffert beaucoup. C'est-à-dire que même avant, si on veut parler primaire ici à Tavier, parce que c'était un petit peu bizarre, il y avait l'école communale et l'école catholique, l'école des sœurs. Quoi. Les filles devaient aller à l'école des sœurs, enfin l'école catholique, et les garçons devaient aller à l'école communale. On ne pouvait pas mélanger. C'était pas mixte. Ça c'est un petit peu bizarre, mais qu'on soit de n'importe quelle chose catholique ou pas, il fallait aller à l'école catholique et tout le monde, les autres devaient aller à l'école, les garçons devaient aller à l'école communale. Voilà. Et au niveau des études, elles avaient assez de choix, les filles? Elle avait couture en plus, voilà. Qu'elle avait en plus, voilà. Nous, les garçons, on n'avait pas grand-chose. Et puis alors, bon, je suis parti, je suis allé à Oufert, alors là c'était une école d'agriculture, là c'était tout à fait différent. Hein, c'était quand même encore uniquement les garçons à l'école d'agriculture et les filles chez les sœurs. De l'autre côté, c'était pas encore mélangé dans 60, enfin en 57, je suis allé en 57. Quand je suis sorti, je ne sais pas s'ils n'ont pas dû, dans les années 60, commencer à faire mix alors, hein, mais pas à mon époque. C'était assez strict à l'école. Oui, très strict. Oui. Surtout en primaire. Après, quand on a quand même 12, 13, 14 ans, c'est plus du tout la même chose. Mais si, à l'école primaire, c'était très strict. Personnellement, à la maison, j'aide quand même pour les tâches ménagères ou des petits trucs comme ça pour faire, mais on a moins à faire, quoi. Donc la vie était plus dure à l'époque. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont facilité avec les technologies, comme on dit, comment, enfin, je veux pas faire plus vieil homme, mais qui devait laver le linge, aller chercher l'eau et tout, comme il disait, ici, ils n'avaient pas l'eau au robinet. Vous expliquer, donc c'était déjà beaucoup plus facile d'aller chercher l'eau dans un puits ou des choses comme ça. Ah oui, c'est comme ça qu'on vivait. Il n'y avait pas l'eau, hein. Ah. On avait un porceau, oui. On allait chercher l'eau à là la au vieille coin. fontaine, chercher de l'eau. Hein. Chez Broncard, nous, ici au coin, on allait chercher de l'eau, ou ici sur la place. Et à la vieille fontaine. Il y avait une sorte de puits ou quoi que ce soit. Mais c'était déjà de l'eau alimentaire. Enfin, c'était déjà de l'eau de la commune. Hein. Oui. Les pompes, c'était déjà alimentées par des sources de la commune. Vous deviez payer à l'époque? Non, l'eau était gratuite. Et puis, ah oui, l'eau était gratuite. Les gamines, on allait chercher l'eau, je m'en rappelle. Ouais. C'est dans les années 51, 52 qu'on a commencé à mettre les eaux. Oui, ben oui, je suis née en 44, donc oui, ben, je sais bien parce que je m'en rappelle fort bien parce que je revenais de l'école d'Auchin ici, en bus, et puis la première fois qu'on ne pouvait plus passer, hein, c'était le bus ne passait plus. L'électricité, c'est tout de suite après la guerre, hein. Papa toujours. Non? Et le chauffage, du coup? Comment ça se passait pour le chauffage? Charbon. Charbon. Bois. De coquerelles. Ouais, fatalement, il y avait les mines avant, donc on en avait beaucoup, du charbon. Par exemple, moi je sais bien que mon grand-père, par exemple, lui, il a toujours eu une voiture, puisque lui, il était de la ville, mais que ici, c'est pas automatique, hein. Les gens n'avaient pas la télévision. C'était même monsieur, je crois que c'était monsieur Ferron qui m'a expliqué qu'il n'avait pas d'électricité là d'où il venait, et ni même d'eau courante. Enfin, non, c'était plutôt de l'eau courante, pas d'électricité. Je pense qu'ils avaient quand même un peu. Mais ouais, ils n'avaient pas d'eau courante et ils devaient aller à la rivière. J'ai oublié ce qu'il m'a dit précisément. Mais ouais, c'est vrai que ça change du temps.
du plaisir actuel qu'on a en ce moment? Difficile, je sais pas, parce qu'il y a autant de difficultés, mais c'est pas les mêmes, quoi. Donc ils en avaient aussi, mais nous on en a aussi, maintenant c'est pas les mêmes. Eux c'était plus des difficultés de travail, etc. Il travaillait 8 heures et il devait faire ça depuis tout. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a aussi travaillé très tôt, à 14 ans. Et tandis que nous, on peut commencer beaucoup plus tard. Et donc toute sa vie, il l'a passé à travailler d'arrache-pied aussi. Avec beaucoup de travaux, enfin il n'y avait que ça, des travaux manuels. À quel âge avez-vous commencé à travailler? À 14 ans. Ah, c'est tout. Eh oui, c'était l'époque. Et c'était où? À la Merbeuse-Primont. La carrière juste ici derrière. Oui, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? C'est-à-dire, je suis allé, après mon école primaire, je suis allé 2 ans à l'école de mécanique. Mes parents étaient âgés et je me suis aperçu qu'ils avaient très difficile, il fallait payer les déplacements, donc l'autobus et tout ça. Et j'ai décidé de m'inscrire à la carrière comme apprenti tailleur de pierre. Bonne initiative. Et par quoi avez-vous commencé votre travail? C'est-à-dire, à ce moment-là, on nous mettait un gros morceau de pierre, oui. Et alors on travaillait des semaines et des semaines dessus. Avec une pointe, on l'égalisait d'un côté, et puis il fallait retourner la pierre, égaliser. Mais ça a duré des semaines. Donc c'était de petits granules, la pierre bleue, comme on se renomme. Et donc, le métier, a-t-il évolué au fil de votre travail? Oui, c'est-à-dire que l'apprentissage, ça durait 3 ans. Mais après cette pierre-là, on a commencé à faire d'autres pierres. Par exemple, les moellons du mur, là, c'est moi qui les ai faits. Mais ce pierre-là aussi, mais alors des seuils et tout ça, mais qui était beaucoup plus façonné parce qu'on employait beaucoup plus la pierre pour bâtir. Hein, il y avait des seuils de fenêtres, d'entrée, mais il y avait une épaisseur, 15-18 d'épaisseur, que maintenant, donc, on met des petits seuils comme ça. Des grosses pierres, comme je vois. Oui. Enfin, c'était ce qu'ils appelaient, parce qu'il fallait scier l'extraction qu'on faisait des trous, donc, hein, des grosses pierres, et alors ça, c'était les déchets. Ils n'avaient qu'un côté scié, donc c'est tout déchet, en fait. Quand j'ai commencé, il y avait plus de 100 ouvriers quand même. Ah oui, quand même. Et les apprentis, on était une bonne douzaine. C'était un monsieur, c'était un contremaître qui avait eu un accident et que, quand il a été plus ou moins guéri, qui a appris les jeunes tailleurs de pierre. Très bien, c'est intéressant. Et à ce moment-là, donc, on faisait 8 heures par jour, 6 jours à 8 heures. Oui. Donc le dimanche, vous aviez un congé? Oui, le dimanche. Donc pouvez-vous nous parler des vagues d'immigration et comment les immigrés se sont intégrés? Très bien. Les premiers, donc ça a été les Italiens en 1946. Oui. Et ce qui est drôle, ils savaient le wallon parce que les anciens ne parlaient que le wallon, comme nous autres aussi. On sortait des écoles, donc on ne savait pas le wallon, et tout était dit en wallon. Ce que nous apprenaient tous les anciens ouvriers. Non, les Italiens, c'est-à-dire que les Belges avaient des carrières de marbre blanc en Toscane. Et ils viennent tous de la même commune, de Seravezza. Mais il n'a pas eu de problème, aucun problème. Et donc maintenant, parlons de la vie en Antine en général. Comment était votre vie d'adolescent vers votre vingtaine? C'était beaucoup plus agréable que maintenant. Que faisiez-vous, par exemple? C'est-à-dire que les gens, c'est pas... Je trouve que maintenant on était égoïste bien souvent et qu'à ce moment-là, c'était pas du tout la même chose, enfin. C'était plus dans le partage? Oui. Certainement. Il y avait plus de gentillesse
En plus, tout le monde se connaissait. Le village s'est quand même agrandi depuis les années. Hein. Ah ouais, c'était plus convivial. Oui, beaucoup plus convivial. Et comment voyagez-vous pour aller d'un endroit à un autre? Parce qu'il y avait les moyens de transport, il y en avait beaucoup moins. C'était à vélo, hein. Ah ouais. Parce qu'il y avait des ouvriers de Comblain, d'Ouffet qui venaient travailler à la carrière, c'était à vélo. Et voilà, nous autres, bien souvent, il a fallu travailler un petit peu pour qu'on puisse acheter un vélo. Ah ouais. C'était plus difficile. Ça fait un peu drôle maintenant, mais c'était comme ça. Des histoires que ces personnes nous ont racontées, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué? Moi, c'est chez Madame Piroton. Je trouve que c'était touchant ce qu'elle disait. J'aimais bien. Je voulais savoir aussi comment était votre mari dans la vie de tous les jours. Très, très, très gentil. Très gentil. Beaucoup trop. Donc la vie quotidienne avec lui, ça se passait très bien. Vous n'auriez pas su, vous n'auriez pas su vous disputer avec lui. C'est pas possible. Et pour lui, c'était quoi? Vous savez me dire ce que c'était une journée type dans son travail, par exemple? Ah, il se levait vers 5 heures du matin. Il préparait son travail. Il faisait... Bon, les dessins, donc, c'est 2 demi-planches. Donc, il préparait une demi-planche pour le... qu'il faisait par jour, parce qu'il arrêtait vers midi, entre midi et 1h, quand il avait fini sa demi-planche. Et puis alors, il bricolait sur ses petits avions, il faisait des petits travaux. Mais il allait au terrain de petite aviation, là. Oui. Et il voyageait beaucoup, du coup, pour son travail? Oui, c'est-à-dire que pour son travail, oui et non. Même en général. Hein. Oui, c'est-à-dire, quand je dis oui et non, c'est parce que il était invité très souvent à l'étranger. C'était ce qu'on appelait des séances de dédicace. Ouais. Et alors, bon, j'en avais plus chaque fois, parce qu'il voulait. On est allé en France, on est allé en Hollande, on est allé au Luxembourg, on est allé en Allemagne, même en Espagne. Et est-ce que vous savez me dire comment est-ce qu'il s'est intéressé au dessin au début? Toujours. Depuis toujours? Depuis toujours. Ses cahiers d'école primaire, dans les marches, c'était déjà rempli de petits dessins. Oui. Il n'a jamais fait que ça. Dessiner. Sa première histoire est parue dans le journal de La Cité. Il avait 19 ans. Il est entré d'abord en... Allez, 55, 56, je ne sais plus moi. C'est avant d'être marié, déjà, il est entré chez Dupuis, aux éditions Dupuis. Alors il a travaillé 5 ans aux éditions Dupuis, il retouchait comment dirais-je, des dessins adaptés aux bonnes grandeurs pour publier. Et puis, après ça, on lui a dit que, comme il était doué pour la BD, on lui a dit que chez Dupuis, qu'il devrait se mettre indépendant et faire de la bande dessinée. Il a fait ça et il a continué toute sa vie parce que c'était ce qu'il voulait, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de l'inauguration de la rue ici?
du nom de la... Quand est-ce qu'on a su que la rue allait s'appeler comme ça? L'année, il est mort en 96, c'est en 96. Et il y a eu une inauguration ou Oui. c'est passé comment? Il y avait... Quand ils ont mis la plaque, il y avait certaines personnes de la commune, il y avait des personnes du village. Avec M. René aussi, les théâtres wallons, moi ça me fait bien rire et j'aimais bien comment il s'exprimait et c'était un chouette moment que j'ai passé avec lui. Bon, là c'est en 59, donc c'était M. Evlick à l'époque, le père de Roger Evlick, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et il avait refondé une troupe de jeunes. Hein. Ça s'appelait Belle Musique Vocale. Et on jouait le rôle ici, je fais un gentleman un peu, comment dire, je ne sais plus qui chantait ça. Un gentleman un peu noir, à une poule dans un bar. Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar, offrait champagne et caviar, et on trouverait sa mémoire. Bon, évidemment, c'est ce qui unissait un petit peu le village, parce que bon, il y avait les deux écoles, hein, il y avait l'école communale et l'école catholique, hein, à part le football et le théâtre, comment dire, non, il y avait une scission. Je ne veux pas faire de polémique ici, mais il y avait, c'était t'as à l'école communale, t'as à l'école communale, t'as à l'école catholique, t'as à l'école catholique, c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf, pour servir à la messe, oui, les acolytes, il y avait des acolytes de l'école communale et des acolytes de l'école catholique. Et le football, et la dramatique, forcément. Alors voilà, le reste, bon, voilà. À ce moment-là, vous alliez à la messe tous les dimanches, c'était pas obligatoire. Donc j'ai fait 6e, 5e et 4e latine. Et je pouvais passer en 3e latine si tu veux, mais j'avais un échec en maths. J'en ai parlé à ta maman, à ton papa aussi. C'était ma faiblesse, c'était les maths. Je passais facilement en latin, en grec, en français, que ce soit n'importe, mais les maths. Et je me souviens très bien, il y avait un prof, évidemment, forcément on n'était pas bien vu du prof de maths. J'étais en 5e latine, et il vient avec la copie, on avait une questionnaire, une interro, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai l'interro de Charles. Je lui ai mis un temps en pouce, il avait 3 sur 10. Alors là, évidemment, je me peux vous dire que c'était pas mon ami, hein. Il n'aimait pas non plus. Le fait que Antine a rencontré Saint-Tron dans les années 50, c'est quand même exceptionnel. Une équipe qui maintenant est en D1, tout simplement, et qui est venue ici, et que ça fait 4000 spectateurs, c'est quand même grandiose. Oui, alors le club il y avait une bonne équipe. Hein. En 36-37, nous sommes montés non, 36 je pense. On est monté en 2e provincial, puis on est descendu l'année après. Bon, pendant la guerre, bon, j'y étais, on jouait des matchs pour les prisonniers de guerre, tout ça, pour bénévolat et tout ça. Alors là, l'essor du club a repris vraiment alors en 44-45 à ce moment-là. Et nous avons été, franchement, le club d'Antine était un petit peu, à l'époque, je dis bien, le phare du football condrusien. On est allé en première provinciale, on a failli monter en promotion, parce qu'il y avait peut-être des dissensions, je n'en sais rien. À l'époque, on aurait dû monter en promotion. Il fallait trouver un club même de promotion de division 3 qui font 900 entrées. Hein. Ah oui. Alors, vous avez le résultat en 55-56, quand la Coupe de Belgique a été réorganisée donc en 53. Hein, on a joué contre Saint-Tron, il y avait, je pense, à peu près 4000 spectateurs.
latine. Il y a eu des matchs importants. Oh, oui, c'était en Coupe de Belgique. Hein. On a joué contre Saint-Tron. On aurait pu gagner, parce que oui, le Kepé, c'est 1-3, on n'est battu 1-3. Mais donc le Kepé n'avait pas dormi la nuit, il a eu deux buts qui nous auraient éventuellement pu arrêter. Mais au deuxième tir, le club dominait. Et alors, à l'époque, si le match se terminait par un match nul, c'était l'équipe qui avait obtenu le plus de corners qui était qualifiée. Et nous menions au corner 7-5. Donc on aurait égalisé, nous étions qualifiés, et on aurait joué contre Berkem, qui était à l'époque un club de division 1. Qu'est-ce que t'en penses? Il fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans, avec Cano Calton. C'était toujours pas fini. Cette 20 pieds, son rôle, et il y avait un rôle plus ou moins comique. Et ici, qu'est-ce que devant Michoulev, Testo pour deux pauvres qui s'aidaient dans le monde d'une merveille. Je suis contente de l'avoir vécu pour l'expérience, du fait déjà de rencontrer les personnes. Je pensais pas que ça me plairait autant en fait, parce que je suis pas du genre à aller vers les gens, mais oui, je suis fière de moi d'avoir pu faire les interviews aussi. Je suis bien content de m'être engagé dans cette aventure et j'espère que ça continuera. On a appris des choses, comme j'ai expliqué, ils nous ont montré des photos, dit comment ils vivaient avant et c'était intéressant. C'était bien, j'aimais bien. Les remercier de ce qu'elles ont fait avant parce que on peut se comparer à elles maintenant et ne plus commettre des erreurs comme on fait avant maintenant. Mais... Ouais, chacun reste le nôtre. Ouais. Du coup, plus personne n'est tout seul, on n'a plus de vie privée, donc on n'a plus rien à se raconter parce qu'on sait déjà tout en regardant sur notre téléphone, quoi. Là, ils avaient des choses à se raconter, ce qu'ils avaient fait la journée, ils travaillaient, etc. Maintenant, tout le monde sait déjà. Enfin, je pense en tout cas. Je pense que discuter avec eux, c'était ultra sympa. Et partager, découvrir des choses, c'est ce qui forme la jeunesse, entre guillemets. Et découvrir tout genre leur passé, comment ils vivaient à leur époque. Ça m'a toujours fasciné. Moi, honnêtement, si je pouvais revenir de ces années-là, ça serait avec grand plaisir, quoi, vivre cette époque. J'aime bien mon époque, hein. Attention, je me plais pas, mais je pense qu'on était plus direct, on était beaucoup plus social, et c'est ça, je pense, qui manque peut-être à notre génération, l'aspect social. Même si on a tout, se disant les réseaux sociaux, au final, ça ne remplace pas le fait de se retrouver au village, ou même en ville, dans un café, qu'on discute avec, par exemple, les plus âgés. Maintenant, bon, à part ses grands-parents qu'on va voir, je ne vais pas commencer à aller parler à un vieux comme ça que je ne connais pas. Maintenant, si, grâce au projet Été solidaire, je pourrais reconnaître peut-être certaines personnes et du coup avoir une discussion avec. Et je trouve que c'est intéressant. L'intégration, tout simplement, c'est ça qui compte. Change them like a channel, blow his lights out like a candle. Gang, turned up off these mollies, my heart bustin' on my chest. They like the way I did it, pop my blessing on my blessing. But I got that 30 on me, 30 better cut in case you wanna fuck a real nigga. Cause I'm coming through a check. I do it, turned up off these mollies, my heart bustin' on my chest. They like the way I did it, pop my blessing on my blessing. But I got that 30 on me, 30 better cut in case you wanna fuck a real nigga. Cause I'm coming through a check. I be jumping through a check. I flex and finesse. Shout out to my ex, she a fool with her neck. Water hose tech, leave her out wet. Double up in this bitch, you a rookie, I'm a vet. Hold up, no question, no question, no regression. These hot niggas be flexing, get locked up so fast. Smell like I'm in the sky, riding in the foreign ditty, bopping on the strap. Touch my radio and then that blew my hat. Silly R. Kelly flow, I believe I can fly. I'm fly than the ceiling fan, double A. I'm the man, follow me on Instagram. I be coolin' with my bands, bitch. I'm also arrogant, not just like a pelican. Push it is irrelevant, double O the president. Tino like an interview, catch me like an SNO. Number 4 and double O, we up next with Phillips. Turns up off these mollies, my heart bustin' on my chest. Like the way I did it.
blessing. I'm a blessing that I got that 30 on me, 30 better. 30 race, you wanna fuck a real nigga. Cause I'm trying to do it. Check, I do it. Shut the fuck Ouais, bah on a du matériel neuf. C'est bientôt le tournage de Apocalypse Now, si vous voyez ce que je veux dire.